Le bac français approche et peut-être que tu te demandes encore comment réviser tes cours. Est-ce que j'apprends par cœur? Est-ce que je relis? Si je fais des fiches sur quoi? Qu'est-ce que je dois lire? Comment je me prépare aux commentaires? Bref, autant de questions qui font que retarder le moment où tu mets en place des révisions efficaces. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu peux te préparer efficacement au bac français, comment tu peux faire pour bien comprendre les différents thèmes que tu as eus durant toute l'année et te préparer de la meilleure manière, sans avoir à faire des choses qui servent à rien, concrètement. Avant toute chose, avant de démarrer, petite demande, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. Ici, je propose du contenu qui est en lien avec la méthodologie de travail, c'est mon travail. J'enseigne la méthodologie de travail à des étudiants ou à des élèves ou à des apprenants qui veulent préparer des concours, qui veulent améliorer leur façon de travailler, qui veulent passer des examens, réussir leurs examens, leurs concours ou entamer une nouvelle voie professionnelle. Donc, je donne plein de conseils sur la méthodologie de travail, comment on fait pour prendre des notes, comment on fait pour mettre en place une stratégie de travail efficace, comment on fait quand on a des trucs difficiles à apprendre, comment on fait pour en venir à bout, comment on fait pour mieux mémoriser. Bref, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait grave plaisir. Et c'est bon, j'ai fini mon intro, on peut y aller. Et c'est parti, on va voir ensemble comment on peut constituer les meilleures fiches de français possibles pour le bac français. Et tu verras que l'objectif, c'est de faire que 4 fiches dédiées aux 4 thèmes. Et comme ça, tu peux consacrer ton temps à l'entraînement, c'est-à-dire faire des commentaires de texte et ou des dissertations pour bien t'entraîner et te préparer de la meilleure manière pour le bac français. Alors, tu vois sur l'écran, il y a les 4 thèmes que tu vois en première. La poésie du 19e au 21e siècle, le théâtre du 17e au 21e siècle, le roman du Moyen-Âge au 21e siècle et la littérature d'idées du 16e au 18e siècle. Alors, petite précision, parce qu'on me l'a déjà demandé, c'est quoi la différence entre le roman et la littérature d'idées? Comme ça, tu sais, le roman en général, c'est une fiction avec des personnages qui sont fictifs, une histoire qui est fictive. Même si derrière, il y a des messages qui sont passés, globalement, tout le décor, en général, il est fictif. La littérature d'idées, par contre, c'est autre chose. C'est des essais, c'est des déclarations, des lettres, des pamphlets, enfin ce genre de choses. C'est des écrits qui sont pas forcément fictifs, où la personne, elle dit clairement, en fait, les idées qu'elle a envie de partager. Voilà la différence entre les deux. Comme ça, tu comprends bien la différence. Alors, première chose, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est l'importance du contexte historique. Pourquoi? Parce que en fait, le contexte, il est important pour comprendre une œuvre. Je te donne des exemples qui sont rattachés à ce qu'on comprend, enfin à notre réalité là maintenant. Un album de rap, par exemple, tu peux pas l'extraire de son contexte. C'est-à-dire de quand il est sorti, à quelle date, à quelle période, et il se passait quoi à peu près pendant cette période. Tu vois. Donc par exemple, allez, pour les vieux comme moi, quand Ayam il sort l'album L'école du micro d'argent, bah forcément, c'est pendant un contexte précis, dans une France précise. Et tu peux pas l'enlever de son contexte parce que sinon il y a des éléments de la chanson, de certaines chansons que tu vas pas forcément comprendre, tu vois. C'est un peu la même chose avec les œuvres littéraires, c'est-à-dire que on te donne le contexte, on te donne la période historique pour que tu comprennes bien l'œuvre où est-ce qu'elle se situe. Pour te donner un exemple, les fables de La Fontaine. Bon, tu le vois pas au bac français, mais c'est pas grave. Les fables de La Fontaine, il a pas décidé un matin, il s'est levé en disant je vais raconter des histoires avec des animaux pour plaire aux enfants. Il sait très bien ce qu'il fait quand il se met à utiliser des animaux. Il sait très bien que peut pas critiquer comme il en a envie, et du coup il va utiliser des animaux pour contourner la censure. Tu vois, donc le contexte, il te permet de comprendre en fait l'utilisation des animaux dans les fables de La Fontaine. Là, c'est la même chose pour les œuvres. Donc, la première chose qu'on va mettre en fait en avant quand tu vas écrire une fiche avec une œuvre particulière, c'est de mettre en avant donc le contexte et la période qui est rattachée à ça. Je te donnerai de toute façon un exemple après pour que tu comprennes bien. Grâce à ça, on va pouvoir comprendre quelque chose que tu vois également en cours et qui est peut-être pas très clair pour toi, c'est les courants littéraires. C'est-à-dire que pendant certaines périodes, pendant les périodes historiques citées, il y a des courants littéraires qui sont en vogue. Je vais encore te donner un exemple d'aujourd'hui. Les courants littéraires, c'est l'équivalent dans le rap de genre la trappe, la drill, tu vois. C'est des courants, tu vois. Pendant cette période-là, là, ça marche bien, ça. Les sonorités, elles fonctionnent bien. On aime bien ce genre je sais pas, de mélange de sons, tu vois. Eh ben, dans les courants littéraires, on va dire que c'est un peu la même chose. Par exemple, tu as le classicisme, donc c'est un courant que tu vois normalement, si je me trompe pas, avec le théâtre. Et le classicisme, c'est un courant littéraire où en fait,
il y a un cadre précis dans la façon dont tu vas écrire tes pièces de théâtre. Et quand tu vas écrire tes œuvres de manière générale, il y a un cadre précis qui est respecté, il y a des règles précises qui sont respectées, et tes écrits, tes pièces de théâtre, tes poésies, etc., elles doivent respecter en fait ce cadre précis pendant la période c'est pendant la période de Louis XIV, voilà. Donc on aime en fait, il y a un cadre classique. C'est comme ça qu'on doit écrire une pièce de théâtre et pas autrement, tu vois. Ça, tu vois, ce courant littéraire, il te permet de comprendre du coup pourquoi l'œuvre elle va être écrite de cette manière-là. Et du coup, elle va respecter certains codes bien précis. Les courants littéraires, ils te permettent de comprendre ça. Et les courants littéraires, ils sont forcément liés au contexte historique. Je donne un exemple. Tu as toute la période du classicisme, ok. Attends, je vais écrire correctement. Qui est suivie par la période des Lumières et compagnie, pré-romantisme et tout ça. Et après, tu as la période du romantisme où, en fait, ça casse carrément les codes du classicisme. C'est-à-dire que le classicisme, ça répond à des codes et des règles bien précises, alors que le romantisme, on va chercher la liberté dans la création. Donc, tu vois, c'est carrément un courant qui va essayer de casser un autre courant qui va venir être créé en réaction au courant d'avant, tu vois. Et ça te permet de comprendre en fait pourquoi c'est comme ça. Tu vois, le contexte historique, il s'y prête. Là, c'est l'appareil du 19e siècle, post-révolution et compagnie, il se passe plein de trucs en France et dans l'Europe de manière générale. Classicisme, c'est le roi Louis XIV, il y a un cadre bien précis, etc. Parce que c'est comme ça que la belle écriture devait être faite, tu vois. Donc, tu vois, les deux, ils sont liés ensemble et c'est important de comprendre, du coup, quand tu as une œuvre qui est donnée, on te donne la date et la période, c'est pour une raison, c'est pour que tu comprennes pourquoi l'auteur il a décidé d'écrire son œuvre comme ça. Donc voilà, est-ce que c'est bon pour toi? Normalement, oui. Tu me diras en commentaire de toute façon s'il y a des choses que tu as du mal à comprendre. Grâce à ça, maintenant qu'on comprend bien les courants littéraires qui sont liés à des contextes historiques bien précis, on va pouvoir comprendre un peu mieux quels sont les objectifs de l'œuvre ou de l'auteur. Voilà. Ça peut être, voilà, il veut dénoncer, il veut critiquer, euh, il veut choquer, il veut partager quelque chose. Une œuvre littéraire, comme une œuvre d'art de manière générale, elle cherche à partager un truc. Toi, ton objectif, quand tu vas vouloir analyser un texte ou faire une dissertation et donc en fait écrire quelque chose pendant le bac français, ça va vraiment être de mettre en lumière ça. Ça veut dire que un auteur, il écrit un truc, c'est parce qu'il a un message à faire passer. La grande question, c'est quoi son message, c'est quoi son intention, tu vois. Et ça, c'est important parce que du coup, ça te permet de mieux comprendre ce que tu dois faire en fait quand tu dois analyser un texte et quand tu dois le commenter. Donc, un auteur, il a une intention et il a un message à faire passer, d'accord. La question, en fait, qu'on va te poser et que tu vas devoir analyser, en gros, c'est comment il cherche à le faire passer. Et ça, c'est important. Ça te permet d'éviter de faire ce qu'on appelle de la paraphrase. C'est-à-dire que tu racontes ce que le personnage y fait, je sais pas moi, dans l'extrait, mais en vrai, les examinateurs, ils s'en fichent, ils savent lire. Et ils veulent savoir pourquoi l'auteur, il a décidé de l'écrire comme ça. Et ça, c'est subtil, et voilà, c'est ce que tu apprends à faire, et ces éléments-là, ils te permettent en fait d'avoir les indices nécessaires pour te permettre de mieux comprendre pourquoi l'auteur il a voulu l'écrire comme ça, ou comment il a voulu l'écrire, ou quelle était son intention, et comment il a cherché à faire passer son message. Et enfin, tu as la partie sur les postures de l'auteur. Par exemple, en poésie, c'est ce que tu vois la posture du poète vagabond, etc., du poète observateur et tout ça. Donc ça te permet de savoir en fait, en gros, comment l'auteur il va se situer par rapport à sa propre œuvre. On voit beaucoup ça en poésie. Et du coup, ça permet de comprendre, en fait, voilà, quelle est sa posture, comment il se positionne par rapport à sa propre œuvre. Ça te permet de comprendre, du coup, voilà, comment il a décidé de l'écrire et c'est quoi son intention et comment il se pose par rapport à sa propre écriture. À partir de là, tu vas pouvoir mieux comprendre, du coup, et mieux utiliser toute la partie technique. D'accord. Tu as la partie technique des œuvres littéraires que tu vas pouvoir noter sur ta fiche de révision, c'est-à-dire que tu as les registres de langue, hop, tu as toutes les formes d'écriture, tu sais, le lyrique, le comique, etc., etc., le tragique, pour mieux comprendre en fait à quoi correspondent en fait ces notions-là. Tu vas pouvoir en fait après faire aussi attention aux figures de style, etc., etc. Voilà. Ça te permet en fait d'avoir une sorte de trame
de travail pour chacune de tes fiches que tu vas faire. Et c'est bien pour ça parce que, en fait, tu sais que tu n'auras pas besoin de faire 50 000 fiches de révision, mais tu auras globalement à en faire juste 4. Donc, tu as la poésie, hop, on va donner un exemple. Donc, c'est la poésie voilà, du 19e au 21e siècle. Donc, tu vas pouvoir tracer, tu sais, ta petite frise chronologique du 19e au 21e siècle avec les courants que vous avez vus en cours et des œuvres qui ont été importantes durant cette période-là. Hop. Ensuite, tu vas pouvoir en fait du coup noter plus exactement les courants en question, en quoi ils consistent. Je te dis n'importe quoi. Le naturalisme, le réalisme, etc. Hop. Et tu vas pouvoir noter clairement en fait en quoi consistent ces courants-là. Tu peux donner des exemples. Ensuite, tu peux mettre des auteurs que vous avez vus en cours et qui sont assez connus, avec des œuvres assez connues. Comme ça, toi, tu as des sortes de petites cartes qui renvoient en fait à ces courants-là, où tu vas pouvoir écrire le nom de l'auteur, les œuvres qu'il a éventuellement écrites et les éventuels thèmes qui sont abordés à l'intérieur de ces œuvres-là. Et enfin, tu vas pouvoir en fait mettre ici toute une partie sur la technique littéraire dans la poésie. Okay, donc par exemple la partie sur les rimes, hop, les rimes, les strophes et compagnie, comment on écrivait par exemple les poésies durant cette période-là, etc., etc. Et toi, ça te donne en fait une sorte de fiche technique qui va te permettre en fait de bien comprendre globalement durant cette période-là, voilà comment on écrivait les poésies, voici les messages qui étaient passés. D'ailleurs ça c'est important, j'ai oublié de l'écrire ici, tu peux même le mettre là. Les thèmes, la liberté, émancipation créatrice, patati patata, la nature, voilà, le retour à soi, enfin bref, voilà, tous les thèmes en fait qu'on va retrouver globalement durant cette période et qui vont être traités par les auteurs. Comme ça, toi, tu as une fiche globale par grand thème, tu finis avec 4 fiches globales, et après tu vas pouvoir te concentrer sur des œuvres que tu as vues en cours et sur lesquelles vous pouvez potentiellement tomber, et surtout celles qui sont au programme du bac français. Comme ça, tu vas pouvoir davantage nourrir ta réflexion et encore mieux comprendre ce qu'il y a là, ce que tu vois dans ta fiche de révision. D'ailleurs, je vais te montrer comment tu peux créer une sorte de fiche par œuvre littéraire en utilisant l'IA. Je te donnerai le prompt si tu veux. Et tu verras comment j'ai construit la fiche. Je vais te montrer avec un exemple de fiche que j'ai construit. Comment tu peux voir tout ce dont tu as besoin pour comprendre l'œuvre, pour te préparer correctement pour le bac français. Donc, j'ai demandé à Claude, à l'IA Claude, que je trouve très bien, de me faire une fiche de révision complète sur Phèdre de Racine, mais je lui ai demandé quelque chose de bien particulier. Tu verras à travers les parties, pour mieux comprendre Phèdre, pour comprendre la pièce. Donc, je lui ai demandé avant tout de me faire une fiche en commençant par l'auteur en lui-même. C'est qui Racine qui a écrit cette œuvre? C'est ça que je veux savoir, avant même d'aller sur l'œuvre en elle-même. Je veux savoir c'est qui Racine. Donc, il m'a fait un petit résumé de qui est Racine, dramaturge français du XVIIe siècle, orphelin très jeune, élevé par les jansénistes, etc. Il a une éducation religieuse, auteur favori de Louis XIV, rival de Corneille. C'est un auteur de cours, donc contraint aux règles du classicisme, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ok, j'ai un bon petit background concernant l'auteur, je vois à peu près, on a posé le cadre. Ensuite, on veut un contexte historique. C'est ce qu'on a commencé à travers la première partie. On veut savoir en fait à quelle période il a vécu et du coup quelles étaient éventuellement ses contraintes d'écriture, les modes, les courants, etc. Ici, on te dit donc règne de Louis XIV, apogée de la monarchie absolue et de la culture classique. Le théâtre est un art de cour, codifié, soumis à des règles, etc. Voilà, des querelles de théâtre et tout. Il y a des styles différents et surtout, voilà, par rapport à Racine et Phèdre, c'est une œuvre qui s'inspire de la tragédie grecque antique. Ok. Ensuite, j'ai demandé à l'IA qu'elle me fasse un résumé rapide de la pièce de théâtre. Donc, il m'a fait un petit résumé des 5 actes concernant la pièce de théâtre. Qu'est-ce qui se passe? En gros, Phèdre, elle est consumée par un amour interdit et honteux pour son beau-fils, ok. Elle croit que son mari Thésée il est mort, donc elle avoue sa passion à son beau-fils, qui la repousse parce qu'il aime une autre femme. Thésée, le roi, en fait il est pas mort, il revient vivant. Œnone, la nourrice de Phèdre, donc elle protège sa maîtresse. Elle dit que c'est Hippolyte qui a séduit Phèdre. Thésée, il maudit son fils.
Hippolyte meurt et Phèdre, qui est écrasée par la culpabilité, elle s'empoisonne et elle avoue la vérité avant de mourir. Là, tu vois que les feux de l'amour n'a rien inventé. Du coup, là, t'as le détail de comment ça se passe globalement dans les 5 actes. Ok. Là, ensuite, voilà, on veut savoir en fait dans quel courant littéraire s'inscrit le livre. Bon, on a compris, on nous l'a déjà dit là, le contexte du classicisme. Donc, l'œuvre, la pièce de théâtre, elle s'inscrit dans le classicisme, ok, avec des règles classiques, idéal de perfection, les alexandrins, la langue soutenue, etc. C'est pour ça que des fois, tu as l'impression que dans les pièces de théâtre, certains monologues, ils sont hyper compliqués à lire pendant cette période-là. Voilà, maintenant, t'en sais un peu plus. Unité de temps, bon, ça, c'est pas forcément des choses que tu as besoin de savoir, parce que c'est pas forcément des choses que tu vas décrire, mais c'est pas mal de le savoir. Et ensuite, on a les registres de langue et les techniques littéraires. Donc, registre tragique. Le destin inéluctable s'abat sur des personnages condamnés dès le départ par la malédiction de Vénus. Lyrique. Les grands monologues de Phèdre sont des épanchements intenses de souffrance intérieure. Donc en gros, elle parle longtemps pour dire qu'elle a mal et qu'elle souffre. Ok. Le pathétique. Le spectateur, le lecteur, éprouve de la pitié face à des personnages déchirés par des forces qui les dépassent. Ok. Les techniques, donc, il va utiliser des alexandrins, des vers de 12 syllabes. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. 12, ok. La tirade, les longs discours, qui évoquent, qui montrent les tourments, les souffrances intérieures du personnage, les aveux, les confessions, etc. La catharsis, la tragédie, la psychologie des personnages. En gros, ils sont tiraillés à l'intérieur, etc. Alors, entre la culpabilité, la honte, l'amour et patati. Ensuite, j'ai demandé à Claude qui me donne les grands thèmes de cette pièce de théâtre. Bon, je pense qu'on l'a deviné avec le résumé. La passion amoureuse destructrice, la culpabilité et la honte, le destin et la fatalité. Les personnages sont victimes d'une malédiction héréditaire. Ils ne peuvent pas échapper à leur sort. Tout est joué d'avance. La mort, elle se présente dès le début comme une seule issue possible. Hippolyte meurt, Phèdre elle se suicide, bref. Voilà. La mort c'est la fin, la punition la délivrance, l'honneur et la vertu. Hippolyte incarne la chasteté et la vertu, Phèdre le contraire, opposition morale, patati, voilà. Maintenant, qu'est-ce que Racine il a voulu raconter à travers cette pièce? Son projet c'est quoi? Montrer qu'une faute involontaire c'est déjà une punition. Il veut pas faire l'éloge du vice, mais montrer la souffrance que la passion illicite engendre. Donc c'est lié forcément à ce qu'on a la dimension religieuse. Donc lui, il dit, l'homme, il est faible, les passions, le perdent, et la grâce divine est nécessaire à son salut. Ok, sans elle, la chute est inévitable. Dans Phèdre, personne n'est sauvé. La visée morale est cathartique. Racine veut provoquer chez le lecteur de la terreur et de la pitié, afin de le purger de ses propres passions. L'œuvre, c'est un avertissement. La raison doit gouverner les passions, faute de quoi la catastrophe est inévitable. Après, il m'a fait un petit schéma de synthèse bien sympathique, t'as vu, contexte, auteur, voilà, le résumé, etc. avec quelques petites citations. Donc t'as vu, la fiche que j'ai demandé en fait à l'IA, elle est bien précise. Comme quoi, les IA c'est génial, mais c'est toujours à utiliser dans un cadre bien précis, et c'est à toi de guider, entre guillemets, l'IA vers ce que tu veux, et comme tu peux le constater, la trame de la fiche, elle est bien précise. Ça fait un peu un entonnoir. C'est-à-dire que d'abord, on s'est renseigné, c'est qui l'auteur? C'est quoi le contexte historique? À quel moment il a écrit cette pièce? C'est quoi le résumé de la pièce? C'est quoi les thèmes de la pièce? C'est quoi les techniques employées? Et c'est quoi les intentions de l'auteur? Ça te permet en fait d'avoir une structure claire pour comprendre encore mieux le livre une fois que tu l'as lu. Bien évidemment, cette fiche-là, elle va pas t'empêcher de lire le livre. Il vaut mieux faire cette fiche après avoir lu le livre. Comme ça, tu l'as lu, tu vois à peu près ce qui s'est passé, tu as ta première lecture, et après, grâce à ce genre de fiche, tu peux avoir une lecture plus profonde. Une lecture beaucoup plus profonde du livre, où là, tu peux mieux comprendre, en fait, c'est quoi les petits messages cachés derrière, enfin, c'est quoi les intentions, c'est quoi le message derrière, qu'est-ce qu'on a cherché à me dire à travers cette histoire, à travers cette pièce de théâtre, etc. Si on en revient donc à notre petite fiche de révision, ça nous permet de mieux comprendre, en fait, l'intérêt de tout ce qu'on a écrit. Tu vois, ici, on a écrit toute la partie sur le contexte historique, ça nous permet de mieux replacer le poète et l'œuvre dans une frise chronologique, dans une timeline, ok? Ensuite, avec les courants, ça nous permet de mieux comprendre en fait dans quel style il a écrit l'œuvre en question. Dans les thématiques, on va mieux comprendre en fait qu'est-ce qu'il cherche à aborder comme thème à l'intérieur de son propre livre et pourquoi il le fait en rapport avec le contexte et le courant en question. Et enfin, les techniques qui vont être employées en fait pour permettre de porter ce thème et de porter ce message. C'est là que tu te rends compte que
Et ça, c'est très important quand tu vas écrire ton commentaire ou quand tu vas faire ta dissertation, c'est de comprendre que ton taf, c'est pas juste de trouver des figures de style pour trouver des figures de style. Ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de trouver des figures de style, certes, mais d'expliquer en quoi elles servent le message de, euh, de l'auteur et de ce qui est à ce moment-là. Par exemple, si on reprend l'exemple de Phèdre, imaginons, tu dois faire un commentaire d'une longue tirade, donc c'est Phèdre, elle fait un monologue où elle dit, elle culpabilise, mais elle aime quand même son beau-fils. Je sais pas si j'ai pas lu, donc vous me direz si c'est ça ou pas. Mais imaginons, voilà, il y a cette tirade-là, il y a ce monologue que tu dois commenter. Toi, ton objectif, c'est pas de dire oui, bah, elle souffre et elle a mal, mais elle est quand même amoureuse. Oui, c'est écrit. C'est ce qu'elle dit. Voilà. Nous, on veut savoir, voilà, comment l'auteur, il va mettre, par exemple, il va mettre en lumière cette souffrance et, par exemple, cette opposition entre le fait qu'elle soit amoureuse et qu'elle souffre quand même. Et donc, par exemple, ça veut dire, bah, il va avoir, par exemple, beaucoup d'opposition ou de contraste où elle va dire, par exemple, je veux mourir mais je l'aime mais je veux le tuer, enfin, ce genre de choses. Où tu vois qu'il y a une sorte d'opposition entre la culpabilité, la haine ou l'amour, et ça montre en fait à quel point il y a cette dualité, par exemple. Donc tu vois que la technique, elle est là juste pour servir le message. Et toi, ton objectif à travers le commentaire de texte, ça va être de prouver ça. Ok. D'ailleurs, c'est le bon moment justement pour faire le petit attention. Il y a une différence entre analyser ou commenter, hop, et faire de la paraphrase. Je te donne un exemple parce que j'ai une élève qui a rencontré ce problème. Je fais un bisou parce qu'elle se reconnaîtra. Elle a fait un commentaire de texte. Elle était persuadée qu'elle l'avait bien réussi. Et un flop. Et un flop où sa prof, elle lui dit tu ne fais que paraphraser. Et c'est dommage parce que ça partait très bien. Donc, c'est une pièce de théâtre. Elle a un extrait. Et puis, voilà, elle a une problématique qui est super. Et à un moment, donc elle prépare son plan, enfin elle le présente son plan, pardon. Elle le présente, elle dit voilà, dans la partie 1, elle va montrer voilà l'exaltation de la colère de tel personnage. Et en fait, durant toute cette partie, elle ne fait que dire que le personnage est en colère. Et elle dit donc voilà, à ce moment-là, elle dit ça, elle prouve qu'elle est en colère en disant ça, etc. Oui, ça on sait qu'elle est en colère. Maintenant, l'objectif c'est de montrer à quel point l'auteur il veut montrer qu'elle est en colère. C'est ça en fait qu'on veut voir à travers l'analyse et le commentaire de texte. Si tu dis bah elle est en colère, on le voit parce que c'est écrit voilà je suis en colère ou elle dit ça ou elle dit ça. Oui, elle est en colère. Par contre, si tu dis bah voilà euh, l'auteur il va chercher à mettre en fait en avant l'intensité de sa colère à travers le champ lexical par exemple voilà de la fureur. Voilà, il y a des mots forts, par exemple, je sais pas, furieux, etc. Il y a le vocabulaire, je sais pas moi, du feu, de l'incendiaire, etc. Qui met en fait en avant le fait qu'elle soit vraiment en colère. Ça, c'est du commentaire et c'est de l'analyse. C'est-à-dire, en fait, l'auteur, il va chercher à utiliser des mots beaucoup plus forts pour montrer à quel point elle est en colère. Mais dire qu'en fait, elle est en colère, ça, voilà, la prof elle-même l'a lu. C'était pas ça qu'elle voulait voir. Elle voulait voir est-ce que l'élève, elle est capable de voir comment l'auteur, il a montré à quel point elle était en colère. Pour faire contraste, après c'était avec la suite du dialogue avec l'autre personnage. Voilà. Donc attention à ne pas faire de la paraphrase. Ton objectif, c'est pas de dire, bah, c'est pas de raconter en fait ce que tu vois dans le texte. Ça, tout le monde est capable de le voir. Ton examinateur, il est capable de le voir aussi. Toi, ton objectif, c'est de montrer en fait qu'il y a un message qui est passé et de démontrer à travers les figures de style à quel point c'est le cas. Grâce à ce petit schéma très simple, tu as la possibilité, comme ça pour le bac français, de travailler en fait on va dire en 3 temps. Ok. Tu as ce premier temps où tu vas pouvoir faire cette fiche-là par thème, d'accord. Poésie, théâtre, roman et littérature d'idées, avec les éléments importants ici que tu vois. Où tu vas écrire voilà la timeline, etc., les cours, les thèmes et compagnie, les noms d'auteurs importants qui sont marquants durant cette période et que vous avez potentiellement vu. Ensuite, tu vas pouvoir, en fait, pour toutes les œuvres qui sont au programme du bac français, faire cette fameuse fiche, comme je t'ai montré là avec une IA, ou tu peux même le faire toi-même avec tes recherches. Après, l'IA, c'est une bonne chose parce que ça te permet de structurer. Avec cette structure que je t'ai montrée, ok, donc auteur, contexte, œuvre, résumé, thématique, registre technique employé, etc. Et enfin, les intentions, les messages que fait passer l'auteur. Et enfin,
à partir de ce moment-là, tu pourras t'entraîner en fait sur la partie méthodologique en t'entraînant à faire des commentaires de texte et des dissertations. Pour les commentaires de texte, tu pourras t'entraîner en fait à regarder un petit peu qu'est-ce que tu vois, avoir deux lectures, c'est-à-dire je lis l'extrait, le but c'est de comprendre ce qui se passe, et ensuite je relis l'extrait en me disant ok, bon, qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Voilà, comme ça te permet de travailler en fait plus en profondeur, d'avoir cette deuxième couche, on va dire, d'analyse avec laquelle tu vas pouvoir construire ton commentaire ou la dissertation avec des plans clairs. J'ai fait une vidéo d'ailleurs que je te mettrai aussi en fiche ou en description, quelque part, avec la méthodologie du bac français que j'avais déjà faite l'année dernière. Ça ne change pas, les plans de méthodologie, commentaires, bac français et dissertation, c'est toujours la même chose, ça ne change pas d'année en année. Donc voilà, n'hésite pas à aller la voir sur la partie méthodologique. Et puis comme ça, tu as de quoi travailler en fait de façon efficace, sans passer ton temps en fait à apprendre des cours par cœur, sans t'entraîner, alors que c'est la partie la plus importante. L'idée ici, c'est vraiment de faire en sorte que tu passes le moins de temps possible en fait à lire des cours pour lire des cours, et que tu passes plus de temps à t'entraîner en faisant des annales de bac ou en faisant des exercices type bac, pour être à l'aise en fait avec l'exercice du commentaire et l'exercice de la dissertation. Parce que c'est pas un exercice de récitation de cours, on s'en fiche de ça. C'est un exercice, comme on l'a vu, d'argumentation et d'analyse. Donc ça suppose que tu saches quand même un peu de quoi tu parles, et pas que tu aies retenu des infos pour le plaisir de retenir des informations. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu me diras en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a permis de mieux comprendre en fait comment aborder ton cours de français et ta préparation au bac français. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager toi-même, tu sais, c'est super important. On le rabâche sans cesse, mais c'est ça qui permet d'avoir un peu de visibilité, de permettre de faire tourner cette vidéo pour tous les élèves qui en ont besoin. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bon courage pour le bac français, vous pouvez d'être ça. Je compte sur vous. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.